Alors, La prise de pouvoir par Louis XIV est un film réalisé par Roberto Rossellini en 1966 pour la télévision française. À l'époque, c'est l'ORTF. Si on ne connaît que les films néoréalistes de Rossellini, Rome ville ouverte, Paisa, Almanen et Zéro, et les films qu'il a tournés avec Ingrid Bergman dans les années 50, comme Stromboli ou Voyage en Italie, on peut être un petit peu décontenancé en voyant la prise de pouvoir pour la première fois. Mais, et ce qui est passionnant, c'est que quand on se penche au-dedans du film, on s'aperçoit qu'en fait, il est parfaitement rossellinien. L'une des premières choses à savoir concernant le film, c'est qu'à l'origine, il n'était pas destiné à être tourné par Roberto Rossellini. Et c'était Jacques Rivette qui devait en assurer la réalisation. Alors, à l'époque, l'ORTF était un peu en quête de légitimité et cherchait à avoir un peu des lettres de noblesse. C'est pour ça qu'elle voulait attirer des cinéastes, des réalisateurs de cinéma à la télévision. Sauf que Rivette sortait du tournage de La Religieuse, qui avait été très contraignant, film en costume, et bon, en plus, elle n'avait pas particulièrement envie de tourner pour la télévision, donc en définitive, il se désiste un peu au dernier moment, et il appelle Jean Gruaud, le scénariste de La prise de pouvoir, pour lui dire. Alors Jean Gruaud, c'est un personnage clé de La prise de pouvoir, c'est un scénariste professionnel, il a travaillé avec François Truffaut, c'est lui notamment le scénariste de Jules et Jim, plus tard de Mon oncle d'Amérique. Il connaît très bien Rossellini, puisqu'il a écrit en collaboration avec lui Vanina Vanini en 1961. Et alors là, c'est important de dire aussi où en est Rossellini dans sa carrière, hein. Au moment du Louis XIV, lorsqu'il se sépare d'Ingrid Bergman à la 56, fin 56, il part en Inde, tourner des documentaires, notamment Inde Terre-Mer, et quand il revient en Italie, il connaît des années un petit peu difficiles, alors il continue à faire des films de cinéma, mais c'est le moment où il est vraiment dans la transition, il bascule progressivement vers le projet qui va ensuite le tenir jusqu'à la fin de sa carrière et de sa vie, c'est le grand projet didactique, où il ambitionnait d'écrire une sorte d'encyclopédie de l'histoire des hommes et des idées à travers le médium de la télévision, qui était quand même encore assez nouveau à cette époque-là. C'est pour ça que Vanina Vanini, alors je reviens à Vanina Vanini, c'est un film de transition, on est en 61 encore, donc ce sont toujours les années de cinéma, mais déjà Rossellini est nourri par ce didactisme, et il demande à Jean Gruaud d'écrire des scènes sur la vie quotidienne dans l'Italie du 19e siècle. Jean Gruaud est très convaincu par cette ambition didactique de Rossellini, mais bon, leur collaboration s'en tient ici. Il travaille pour la télévision, il écrit le scénario du Louis XIV, pas du tout pour Rossellini. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que même si c'était pas pour Rossellini, il est en fervent converti, il irrigue son scénario de tout ce didactisme. Donc quand Rivette se désiste, évidemment, ils vont penser à Rossellini. Et pour l'anecdote, Gruaud le raconte de manière très truculente dans sa biographie, donc Gruaud téléphone, demande Rome à l'époque, il a tout de suite Rossellini qui décroche fébrilement, il lui propose le projet, Rossellini accepte et débarque le lendemain à Paris. D'ailleurs, il dira que Gruaud, en quelque sorte, lui a sauvé la vie. Parce que Louis XIV, ça va tout débloquer, et à partir de là, il n'arrêtera plus de tourner des films pour la télévision. Les Actes des Apôtres, Blaise Pascal, Descartes, L'Âge des Médicis, voilà, jusqu'au Descartes en 1974. Donc à quoi va ressembler la prise de pouvoir par Louis XIV? Alors déjà, il faut savoir que Rossellini parlait très bien le français. Mais à quoi ressemble le film? C'est vraiment un ovni audiovisuel qui ne ressemble à rien d'autre. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la télévision produit beaucoup d'émissions sur l'histoire. C'est la grande époque de Les énigmes de l'histoire, La caméra explore le temps. Mais clairement, le film de Rossellini ne va pas du tout ressembler à ça et va un peu décontenancer d'ailleurs les téléspectateurs, hein. Et ça tient notamment à une raison extrêmement précise, c'est le choix que fait Rossellini pour son interprète principal. C'est Jean-Marie Pat. Alors Jean-Marie Pat n'est pas du tout un acteur professionnel, c'est un metteur en scène de théâtre expérimental. Alors, le terme expérimental est intéressant parce que la forme même du film l'est en partie expérimentale, mais Rossellini aime beaucoup ça parce qu'il est à une époque, à un moment de sa carrière où il ne veut plus travailler avec des acteurs professionnels qui lui cassaient un peu les pieds, là aussi, hein, je reprends un peu des témoignages. Il préférait avoir des non-professionnels qui pouvaient beaucoup plus manipuler en quelque sorte comme des marionnettes, et du coup il aimait beaucoup leur donner des indications de mouvement, des indications physiques plus que psychologiques. Et ce qu'il va trouver en Jean-Marie Pat, c'est à la fois un corps un peu corpulent, un peu gauche, timide, et ça c'est très intéressant, c'est que ça correspond à un point tout à fait authentique de la jeunesse de Louis XIV, qu'on ne sait pas d'ailleurs, qu'on ne connaît pas forcément très bien, c'est qu'avant de prendre le pouvoir, donc il est très jeune, il a 23 ans, il est considéré par ses contemporains comme un jeune garçon un peu gauche, un peu bête, et d'ailleurs il a surpris tout le monde quand il a décidé en 61
enfin 1661, pardon, de prendre le pouvoir sans aucun ministre, et après il est devenu progressivement le roi Soleil, il en a imposé à tout le monde, et c'était plus du tout une surprise pour personne. Mais dans ce personnage, dans la timidité de Jean-Marie Pfaff, il retrouve cette timidité originelle de Louis XIV, et ça lui convient très bien. Alors c'est vrai que quand on voit le film, on est presque un peu gêné, hein, en tout cas au début, je trouve, par l'interprétation de Jean-Marie Pfaff, parce qu'on voit très clairement qu'il lit. Il lit son texte. Et d'ailleurs, voilà, il avait refusé d'apprendre par cœur ses dialogues parce que Rossellini lui donnait généralement ses lignes la veille, voire le jour même, que c'était des longs dialogues historiques assez fastidieux. Et Rossellini, plutôt que de s'énerver là-dessus, a absolument intégré cette idée-là. Il a fait rédiger ces dialogues sur des panneaux qu'il a placés en face de Jean-Marie Pfaff, et du coup, il lit son texte. Alors, c'est là qu'on peut aussi trouver qu'il y a une distanciation brechtienne qui peut paraître un peu gênante, mais lorsque le film sort, alors aussi bien à la télévision d'ailleurs qu'au cinéma, la critique française va être absolument dithyrambique, et on va trouver que ce Jean-Marie Pfaff a une forme de solennité, qu'il parle et tout de suite sa parole est historique, donc on va avaliser un petit peu ce principe. C'est vraiment un Louis XIV d'avant le Roi Soleil, déspectacularisé en quelque sorte, et le film, globalement, l'est aussi. On n'est pas du tout dans une vision spectaculaire. Rossellini est à un moment de sa carrière aussi où il refuse ce qu'il appelle justement ces images spectacles. Alors pour ce faire, il va travailler du côté d'une forte économie de moyens, et ça correspond bien sûr à une forme aussi de courant historique qui pourrait se rapprocher de l'école des annales, de l'idée de raconter une histoire quotidienne, comme le montrent les très belles scènes du lever du roi, du repas, ou même d'ailleurs de l'arrestation de Fouquet, qui est extrêmement méticuleuse et minutieuse, et qui reprend les textes au détail près. Une chose que je trouve absolument importante, c'est que, alors là c'est un point d'histoire hein, aussi, mais bon, on raconte l'histoire de France quelque part, c'est le choix de Rossellini dans cette idée de déspectaculariser l'histoire, de renoncer à une scène clé, c'est la fête de Vaux-le-Vicomte. Cette fête, après la mort de Mazarin, Nicolas Fouquet, le ministre des Finances, décide de faire une très grande fête extrêmement fastueuse, avec des feux d'artifice, des jets d'eau, une pièce de Molière, pour impressionner Louis XIV. Sauf que Louis XIV, évidemment, ressort très en colère de tout ça, et c'est le moment où il va décider d'arrêter Nicolas Fouquet. Après, il choisira de construire Versailles, enfin tout ce que le film raconte. Mais donc la scène de Vaux était extrêmement... Enfin, c'est un point nodal de l'histoire. Il la supprime pour, alors pour les raisons que je viens d'expliquer, donc renoncer à l'histoire spectacle, mais aussi pour des raisons d'économie de moyens. Il la remplace par une autre scène, largement plus économique, c'est la partie de cartes, où on comprend la disgrâce de Nicolas Fouquet à travers la tentative de corruption de la maîtresse de Louis XIV. Une scène d'ailleurs aussi historique. Il faut bien voir que tout ceci, cette économie de moyens et cet aspect non spectaculaire, c'est quelque chose qu'il avait déjà dans son cinéma précédemment. Et quand on regarde en 1950, donc plus de 15 ans auparavant, le film qu'il fait sur François d'Assise, qui est, de mon point de vue, son plus beau film, c'est déjà l'objet, c'est-à-dire qu'aucune reconstruction, aucune reconstitution, en quelque sorte, il lâche ses moines franciscains dans la campagne ombrienne, puis il regarde ce que ça donne. Il n'a jamais aimé les reconstitutions coûteuses, il préférait toujours tourner dans des endroits d'époque, et ça ne déroge pas pour le Louis XIV. Il va tourner tous les intérieurs dans le château de Brissac, qui est un château du XVIIe siècle. Alors c'est pas Versailles, mais c'est pas non plus du carton-pâte, c'est une solution à mi-chemin entre authenticité et débrouille, c'est-à-dire une solution parfaitement rossellinienne. La prise de pouvoir est à l'image de ces considérations, donc un film dans lequel on ne peut pas, alors c'est mon point de vue, rentrer entièrement, mais c'est le désir de Rossellini, car en quelque sorte, c'est parce que nous sommes les téléspectateurs, les spectateurs d'un passé dont nous n'avons jamais été les témoins. Et il veut absolument restituer cette distanciation historique.